Les Français ont compris que Macron a manqué à sa parole. Et manquer à sa parole, ça veut dire qu'il a menti. Il a menti aux Français, il a menti à la représentation nationale, il a menti à tous ceux à qui il a dit Mhm. qu'il voulait faire œuvre utile en participant à un processus qui conduirait à la reconnaissance de l'État palestinien. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Arié Bensomoun. Arié, bonjour, Boker Tov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Elnet France. Et avec vous, je voudrais qu'on revienne bien entendu sur ces projets d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine, probablement lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez été surpris, vous, par cette annonce ? C'est difficile de dire qu'on n'est pas surpris lorsque des choses que l'on redoute arrivent. Même si effectivement nous avons eu de longues conversations, que ce soit avec Emmanuel Macron, avec les gens du ministère des Affaires étrangères, avec ses principaux conseillers, qui nous ont tous expliqué que, bien entendu, c'était une démarche qui devait s'inscrire dans quelque chose d'utile, de positif, et que évidemment, il ne pouvait pas y avoir de reconnaissance de la Palestine sans un certain nombre de conditions préalables que par ailleurs il a lui-même listées et qui ont été repris, ces conditions, par l'ensemble de ses conseillers. Alors on va les rappeler en quelques mots. C'est d'abord et avant tout, bien sûr, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Alors, ne serait-ce que cette première condition, on le voit bien aujourd'hui, elle n'a pas été réalisée. Et cette première condition, à elle seule, aurait dû suffire à dissuader Emmanuel Macron de penser même à une reconnaissance de la Palestine. Mais continuons, c'était en suivant le désarmement du Hamas et donc la capitulation du Hamas. C'est un Hamas qui ne participe en aucune manière à la gouvernance de la future autorité palestinienne et du futur État palestinien si et quand il adviendra. C'est la démilitarisation de la bande de Gaza, avec tout ce que ça implique. Vous savez qu'il y a à Gaza des centaines de kilomètres de tunnels qu'il faut nettoyer complètement parce qu'il y a encore des caches d'armes, il y a encore énormément de capacités offensives qui dorment dans les sous-sols de Gaza, qu'il y avait également la réforme en profondeur de l'autorité palestinienne. On est très loin et Mahmoud Abbas est toujours dans la 20e année de son mandat de 4 ans. Il nous annonce des élections pour 2026, mais qui peut y croire et qui va nous dire que ces élections de 2026 ne seront pas gagnées par le Hamas. Donc on est loin de tout cela. Il y avait également la question de la réciprocité dans la reconnaissance, c'est-à-dire que l'idée que la reconnaissance de la Palestine Oui. ne peut pas intervenir si pratiquement tous les pays arabes de la région n'ont pas eux aussi reconnu Israël. Donc ça, c'était une condition préalable. Ce n'était pas un vœu pour le futur. Alors comment Puis, ça se fait qu'il a abandonné toutes ces conditions pour aller directement à... écoutez, je vais vous la dire en termes assez clairs. Les raisons pour lesquelles il a abandonné toutes ces conditions, c'est très simple. D'abord, parce que lui-même, il s'est mis dans une situation de pression où il veut absolument reconnaître l'État de Palestine maintenant, parce qu'il a tellement de problèmes sur la scène intérieure politique française qu'il a besoin d'exister quelque part. Et quoi de mieux que sur la scène internationale, où on peut papillonner sans avoir à rendre de compte à personne, et surtout sans être comptable des mauvais résultats que l'on peut obtenir. Donc ça, c'est déjà un premier point qui relève de la variable d'ajustement de la politique intérieure de la France. Ensuite, parce que je crois qu'il a pris conscience que toutes ces conditions ne seront pas réalisées, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Alors évidemment, on peut espérer la libération des otages dans le cadre d'une négociation qui est en train de s'accélérer, on l'espère tous les jours, pour la libération des otages, mais pour toutes les autres conditions qui sont extraordinairement importantes. Là, les otages, c'est la question humanitaire. Mais toutes les autres conditions, et je n'ai pas fini de toutes les lister, Oui, oui. nous épargnons aux auditeurs la liste exhaustive de toutes ces conditions, que d'ailleurs nous n'avons pas, nous, définies, que lui-même et que ses collaborateurs, ses principaux conseillers ont listé et défini. Donc il a bien conscience que la réforme d'autorité palestinienne, les reconnaissances mutuelles, le désarmement du Hamas, alors c'est dans toutes les déclarations, quelque part au fond du texte. Mais soyons raisonnables.
Qui va désarmer le Hamas? On va leur envoyer une lettre recommandée, on va faire une résolution des Nations Unies et ils vont obtempérer. Enfin, il faut être un tant soit peu sérieux et responsable pour bien comprendre que cela n'arrivera pas. Le démantèlement de toute l'artillerie qui est à Gaza, qui va le faire? Qui va le faire? Personne ne peut le faire. Il faut le faire d'une manière contrainte. Et il faut qu'il y ait d'abord le départ du Hamas pour que cela puisse exister. Bref, je pense qu'il a pris conscience que le wishful thinking, le en même temps, ne peut pas faire partie de la politique quand on parle du sujet aussi grave que la paix, la guerre, la vie, la mort, et que par conséquent, il a voulu accélérer le processus. Alors, dans différents échanges, il prétendait que cette reconnaissance reposerait sur des choses tangibles. Alors, qu'est-ce qui est tangible aujourd'hui? Eh bien, le Quai d'Orsay a dicté une lettre à Mahmoud Abbas, qu'il a envoyée il y a un mois, dans laquelle il dit tout ce que l'on veut entendre, qui condamne les crimes du Hamas. Enfin, je rappelle quand même qu'il les a condamnés il y a un mois, mais que depuis le 7 octobre, jamais l'autorité palestinienne et jamais Mahmoud Abbas n'a condamné les massacres, les monstruosités qui ont été perpétrées par le Hamas dans le sud d'Israël. Et il y a même quelques jours avant qu'il envoie cette lettre à Mohamed Ben Salman et à Emmanuel Macron, il avait déclaré lui-même, Mahmoud Abbas, que le Hamas avait accompli de grandes choses le 7 octobre en attaquant Israël. Donc tout cela est bien évidemment totalement contradictoire. On se moque du monde. Et d'une certaine manière aujourd'hui, je crois que le monde a conscience, et les Français en particulier, et ça je crois que nos auditeurs doivent l'entendre, les Français ont compris que Macron a manqué à sa parole. Et manquer à sa parole, ça veut dire qu'il a menti. Il a menti aux Français, il a menti à la représentation nationale, il a menti à tous ceux à qui il a dit qu'il voulait faire œuvre utile en participant à un processus qui conduirait à la reconnaissance de l'État palestinien. Qui conduirait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais reconnaître la Palestine le 21 septembre, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Il l'annonce en avant parce qu'il a besoin de tester cela sur l'opinion internationale, de voir quels sont les pays qui vont rallier cette position-là. Pour l'instant, ils ne sont pas nombreux, ceux qui veulent enfourcher le pas à Emmanuel Macron, d'autant que les Américains et Donald Trump a sonné l'alerte en disant « gare à ceux parmi les grandes démocraties, membres du G7, qui vont se commettre dans cette reconnaissance, qui d'ailleurs, Daniel, nous le savons bien, à part rendre heureux les plus irrédentistes et les plus jusqu'au-boutistes, et d'ailleurs on les a vus à l'œuvre, c'est la France insoumise en France, c'est le Hamas, c'est l'autorité palestinienne, c'est Erdogan, c'est vraiment, à part ces gens-là, à part ces organisations-là, personne ne se réjouit et toutes les déclarations vont dans le même sens ici en France, dans tous les chiquiers politiques, en dehors bien sûr de l'extrême gauche et de ceux que je viens de citer, tous les déclarations vont dans le même sens. C'est le rejet de cette reconnaissance qui vient dans un contexte qui, évidemment, n'est pas satisfaisant, au mauvais moment. Alors, on nous dit, oui, mais il n'y aura jamais de bon moment. Si, il y aura un bon moment. Le bon moment, ce sera quand, bien oui, toutes les conditions dont nous avons parlé, toutes seront réalisées. Et à ce moment-là, il n'y aura plus aucun obstacle à ce qu'il y ait un vrai processus de paix entre des instances qui veulent la paix, qui aboutiront à la paix. Mais cette paix, ce n'est pas quelque chose qu'on va imposer. C'est quelque chose qui sera l'aboutissement d'une négociation que l'on ne peut éviter entre les parties au conflit, c'est-à-dire directement entre l'État d'Israël et l'autorité palestinienne rénovée, qui aura changé d'état d'esprit et qui percevra cette réconciliation et ce processus-là comme la fin du conflit. On en est encore très loin. Alors justement, je voudrais Arié, beaucoup d'évolution. Je voudrais qu'on profite, qu'on se parle de cette déclaration d'Emmanuel Macron pour revenir sur un sujet que vous connaissez bien, puisque c'est d'une certaine manière votre expertise. C'est le domaine de la communication. La communication de l'État d'Israël. Aujourd'hui, on va dire les éditorialistes dans la presse israélienne s'accordent à dire qu'on a
on va dire, presque lamentablement échoué face à la campagne que mène le Hamas sur la famine dans la bande de Gaza, sur l'aide humanitaire. Qu'est-ce que vous avez... D'abord, quel regard vous portez quand vous êtes à Paris de l'image que l'État d'Israël donne dans cette affaire-là et comment finalement l'État d'Israël aurait pu mieux expliquer sa position, cette situation complexe dans laquelle elle se trouve actuellement? Je suis épuisé d'entendre, Daniel, les mêmes âneries à propos de la communication qui serait le grand défaut des Israéliens et cette bataille que nous aurions perdue alors que nous aurions pu la gagner. D'abord, comprenons-nous bien. Il est impossible de gagner la guerre de la communication quand personne ne respecte les règles du jeu, quand la plupart des médias et des grands médias dans le monde sont contre Israël, ont une approche biaisée, utilisent des informations qui sont faisandées, qui sont perverties et qui proviennent de sources totalement acquises à la cause palestinienne et particulièrement au Hamas. Les gens ne veulent pas comprendre comment fonctionne le monde de l'information. Le monde de l'information est très clair. Il est perverti par le fait qu'il y a une collusion entre tous ceux qui fabriquent de l'information dans la bande de Gaza et qui sont tous plus ou moins à un moment ou à un autre inféodés au Hamas et ceux qui utilisent cette information. Donc il faut arrêter avec ces histoires-là. Regardez sur l'histoire de la famine. Oui. Sur l'histoire de la famine, aucune, d'ailleurs, je rappelle qu'il n'y a pas d'alerte de famine qui a été envoyée par les organisations internationales qui s'occupent de la question de la famine. Une alerte officielle. Alors tout le monde utilise le mot de famine comme tout le monde utilise le mot de génocide, mais c'est totalement déconnecté de la réalité. Donc il n'est pas possible de gagner cette guerre de l'information quand les dés sont pipés et que les gens ne respectent pas les règles de l'impartialité la plus objective. Je disais la famine. Regardez la une du New York Times avec cette maman palestinienne qui tient un enfant décharné dans ses bras. La une de Libération. La démonstration a été faite sur toutes les ondes et de toutes les manières possibles et imaginables que cet enfant ne souffre pas de famine, mais d'une maladie de malformation qui est liée au système musculaire. Et c'est une pathologie. On exhibe un enfant malade pour faire croire à l'opinion publique qu'il est victime de la famine. Il n'y a pas de famine à Gaza. Il n'y en a pas. Et même du point de vue des critères qui sont ceux de la communauté internationale ou des organisations spécialisées dans ce domaine-là, il n'y a pas d'alerte à la famine. Alors Arié, c'est important de préciser. Vous êtes à Paris, vous expliquez cela. Lorsque vous expliquez ça, par exemple, à vos interlocuteurs, que ce soit des députés en France, des élus, des personnalités du monde universitaire, est-ce qu'ils l'écoutent, est-ce qu'ils le perçoivent, ils le comprennent et est-ce qu'ils l'acceptent? Oui. Ils le comprennent et ils l'acceptent, mais pour autant, comme le système de l'information est totalement corrompu et biaisé, l'information, elle, a du mal à changer. Parce que, vous savez, toutes les télévisions, tous les journaux sont alimentés en permanence par des fils infos qui sont fabriqués par Associated Press, par Reuters ou par l'AFP, dont on ne dira jamais assez que ce sont là des institutions qui sont biaisées. C'est un business, l'information. Il faut bien comprendre comment ça marche. Toute l'information qui vient de Gaza, elle vient de gens qui mentent. Ben oui, qui mentent et qui propagent des calomnies, qui sont les chambres d'écho des fabrications des images et des vidéos du Hamas et d'informations qui sont tronquées ou biaisées. Mais c'est insupportable. On le dit, mais là, on a un élément très probant. Alors, on nous dit bien sûr de la malnutrition. C'est possible. Il y a des poches de malnutrition à Gaza parce que tout le territoire n'est pas alimenté de la même manière par l'aide internationale. Et on a vu notamment que des milliers et des milliers de tonnes d'aide alimentaire sont restées bloquées à l'intérieur de la bande de Gaza, non pas parce que les Israéliens ne voulaient pas les faire rentrer, mais parce que l'ONU ne voulait pas les distribuer pour ne pas avoir, entre guillemets, à fâcher le Hamas qui veut reprendre la main sur l'aide alimentaire parce qu'elle utilise cela comme une arme de manipulation de la population civile, d'enrichissement, puisqu'une partie de cette aide est détournée pour être revendue au marché noir. Et avec l'argent du marché noir, le Hamas recrute de nouveaux terroristes qu'il doit évidemment payer pour continuer la guerre contre Israël. Donc tout ça est d'une perversité absolue. Donc les parlementaires
quand on leur explique, preuve à l'appui, et ça c'est pas très difficile, n'importe quel médecin qui a fait 2 ans d'études, il va vous dire que le petit enfant qu'on nous montre totalement décharné, il n'est pas victime de famine, il n'y a pas de famine. D'ailleurs, la plupart du temps, sur la même vidéo ou la même photo où l'on voit le petit enfant décharné, il y a le frère à côté qui lui est en pleine forme. Alors je ne dis pas qu'il mange des entrecôtes tous les jours, et je ne dis pas que la crise humanitaire, elle n'est pas extraordinairement préoccupante, elle l'est, mais enfin, elle est totalement liée à la guerre, et elle est malheureusement dépendante du comportement et des instances internationales qui, encore une fois, sont à charge contre Israël. Toutes, je le dis, toutes, il n'y en a pas une seule qui fait exception à la règle, et également sous la responsabilité du Hamas. Donc tout ça n'a pas de sens. La famine est un mot qui s'est invité dans le glossaire du vocabulaire de la guerre, encore une fois, pour calomnier Israël, pour délégitimer Israël, et puis pour, d'une certaine manière, c'est une arme de guerre dans cette guerre asymétrique que le Hamas livre à Israël. Et ça c'est indéniable. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans le monde, j'ai regardé et sur le site de l'ONU, sur les catastrophes humanitaires qu'il y a en ce moment, et sur les vraies famines, c'est-à-dire les endroits où il y a eu une déclaration de famine, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui meurent dans un contexte particulier, etc., etc. Il y a des règles pour décréter un état de famine, comme par exemple, il y a des règles pour décréter une inondation, un tremblement de terre, une catastrophe naturelle. Bref, tout ça répond à une terminologie qui est éprouvée. Eh bien, vous savez, j'ai trouvé 14 crises humanitaires qui sont 100 fois pires que celles que nous avons à Gaza. Donc, de toutes les crises humanitaires du monde et de toutes les famines déclarées dans le monde, les vraies famines, eh bien, la crise à Gaza est très très loin derrière. Alors, ça n'est pas une justification. Oui. Nous voudrions que cette guerre n'ait jamais eu lieu. Nous voudrions que cette guerre s'arrête. Nous voudrions qu'il n'y ait jamais eu de crise humanitaire. Et nous ne voulons pas voir souffrir des enfants ou mourir des enfants, ni des femmes, ni des hommes, ni qui que ce soit. Mais enfin, c'est la responsabilité de ceux qui doivent dire la vérité, de la dire dans un premier temps, et de rétablir la justice la plus élémentaire. Plus on encouragera le Hamas, plus on fera mine de le soutenir, et moins il sera enclin à faire les moindres concessions, que ce soit pour libérer les otages ou pour capituler et laisser la place à d'autres qui pourront assurer à la société gazaoui un meilleur avenir. Mais non, tout le monde est complice dans cette affaire-là. Mais encore une fois, que les gens ne se trompent pas. L'opinion publique n'est pas dupe. Regardez ce que nous avons en France. On parle de la reconnaissance d'État de Palestine. 78% des Français, c'est un sondage Ipsos qui est IFOP, pardon, qui a été publié il y a un mois. 78% des Français sont contre une reconnaissance unilatérale, sans condition, de la Palestine. 78% des Français. Mais quand on fait des sondages depuis le 7 octobre, on retrouve globalement sur ces questions-là à peu près le même pourcentage, entre 75 et 85% d'un côté, et entre 20 et 25% de l'autre, qui soutiennent le Hamas ou qui conspuent Israël, ou etc. Donc c'est 80% de la population française qui comprend ce qui se passe. Donc l'opinion publique, elle, n'a pas dérapé, n'a pas changé. Alors on nous dit l'opinion publique, mais non, la rue arabe, Daniel. Nous avons en France, comme dans beaucoup de pays européens, une rue arabe qui exerce sur les responsables politiques une pression terrible, terrible, parce que nous avons une minorité agissante d'extrémistes de gauche, d'islamo-gauchistes, d'islamistes ou de réseaux infiltrés des frères musulmans qui exercent une très forte pression sur la société. Et cela, Ariel, c'est irréversible, c'est-à-dire est-ce que c'est impossible à combattre ce réseau qui fait tant de mal à l'État d'Israël, à l'image de marque de l'État d'Israël mais ce réseau, il est d'abord, Daniel, excusez-moi de le dire en termes crus, il est d'abord en train de détruire la France et l'Europe. Moi, je me préoccupe, soyons honnêtes, je me préoccupe moins
de l'image d'Israël, même s'il y a des répercussions qui ne sont pas bonnes au niveau de ce qu'on appelle le multilatéral dans les organisations internationales. On voit au niveau européen ceux qui veulent détricoter l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui veulent adopter des sanctions. Heureusement, ils n'ont pas encore la majorité, j'espère qu'ils ne l'auront jamais. On voit les résolutions à l'ONU, on voit le comportement d'Emmanuel Macron et de certains autres responsables politiques qui veulent faire des reconnaissances, des déclarations, etc. etc. Donc ça, c'est vrai, ça c'est très dommageable. Mais il faut s'inquiéter de voir l'Europe s'effondrer sur elle-même, parce que demain, nous aurons des pays comme l'Angleterre, la France, l'Espagne, c'est déjà le cas, l'Italie peut-être, l'Allemagne, qui sait, qui pourrait, sous la pression de ces minorités-là, se liguer, bien sûr pour être contre Israël, mais pour transformer la réalité européenne en quelque chose qui, de toutes les façons, sera la fin d'un monde. Et ça, je le dirais que tous les démocrates ne peuvent pas se le permettre. Et Israël, faisant partie de ce monde des démocrates, ne peut pas se le permettre non plus. Par conséquent, oui, on peut encore agir sur cette minorité-là, mais il va falloir prendre des mesures extraordinairement coercitives, courageuses, et il ne faudra plus avoir la main qui tremble. Le temps de nos démocraties est compté, Daniel. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. Le temps de nos démocraties est compté, particulièrement en France, où tout cela se conjugue avec une crise politique sans précédent dans la Ve République. On est revenu à pire de ce que était la France, même sous la Troisième ou la Quatrième République, avec un président hors sol, hors jeu, avec un pays qui n'est pas gouverné parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que le gouvernement tient sur un fil et ne peut même pas se préparer à voter dans des conditions normales un budget dont nous avons besoin pour répondre aux préoccupations économiques et sociales du pays. Non, nous sommes à la veille d'une catastrophe qui pourrait, à terme, et plus rapidement qu'on le croit, provoquer de très graves désordres à l'intérieur du pays, avec des possibles retentissements qui conduiraient à une forme d'effondrement du système politique et des principes même que porte la République. Donc oui, la situation est très grave, et je ne sais pas, on l'a bien compris. Alors nous parlons, Daniel, comment on sort de cette impasse. Bien oui, effectivement, on le comprend, la situation elle est complexe, bien entendu, en Israël, dans la bande de Gaza, mais aussi elle est dangereuse, elle est risquée aujourd'hui pour la France et l'Europe. Merci beaucoup à Aryeh d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué, on va dire, avec autant de détails, donc la position, votre réaction à la déclaration du président français sur la reconnaissance d'un État palestinien, et puis donc sur la situation, l'image de marque d'Israël qui est salie délibérément par, on va dire, certains courants dans la société. L'image d'Israël se relèvera parce que nous sommes une société résiliente, qui a de très grandes capacités et qui a les moyens de se défendre. En revanche, je suis moins sûr de ce que sera l'avenir des pays européens, particulièrement de la France et de la Grande-Bretagne, qui sont à grand risque. Et on forme le vœu que les sociétés sauront se réveiller. La majorité silencieuse comprend très bien ce que nous disons, sauf que la majorité silencieuse, par définition, est silencieuse. Elle s'exprimera le moment venu dans les urnes, mais peut-être avec des solutions qui, parfois, pourraient être, souvent on le dit, pire que le mal. Enfin, je pense que pire que le mal, c'est difficile à imaginer. Mais il faut, on est là dans un moment où il faut, non pas de sursaut, on n'est plus dans le sursaut, on n'est plus dans le réveil, on n'est plus simplement dans les logiques de résistance. Il faut mener un vrai combat contre ceux qui nous ont déclaré la guerre et qui ne sont pas à nos portes, mais qui sont à l'intérieur de notre pays. Et c'est cette fameuse cinquième colonne des islamistes et des frères musulmans, dont on sait parfaitement qu'ils sont infiltrés dans le pays et qu'ils mènent cette stratégie de l'intérieur pour créer les conditions de la débâcle et du chaos, et je ne sais pas, profiter de cette situation pour, d'une certaine manière, prendre tout ou partie du pouvoir. Merci encore, Aryeh, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. À bientôt.